Radio Campus 9.4 FM, 14h, quasi pile poil. On est presque sur l'horloge atomique pour une grande après-midi et un grand rendez-vous avec l'association Parle avec elle et son nouveau format, comme on l'a dit, le marché des pépites qui se transforme, qui transforme plutôt la nuit des créativités. Bonjour Laurent, bonjour Marine, bonjour. Les deux représentants officiels pour l'instant, jusqu'à présent, de Parle avec elle. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Marine. Bonjour. Voilà, jusque-là, tout va bien. On remercie tout de suite, puisqu'on est dans les merci. Romain à la technique ici même en live. Et puis Thomas, bien sûr, en studio à Radio Campus. On aura un invité tout au long de cette émission qui dure jusqu'à 16h. Anouar, bonjour. Bonjour. Bonjour à toi, ne sois pas timide, le micro est vert, il est vers toi. Il vient d'arriver, il n'était pas au courant il y a 2 minutes qu'il serait en direct. Exactement. Ouais. C'est ça le direct, c'est ça le vivant. Donc au programme aujourd'hui, si tu peux nous éclairer, Laurent. Alors on va faire 2 heures de direct en plein marché des créatrices, en pleine place à Bâle à la Reinerie. Donc on va présenter des créatrices qui viendront s'exprimer, des bénévoles et des structures, car on a un point d'info avec des structures qui aident à l'entrée dans le travail, à l'insertion dans le travail. Et donc on va essayer de passer un bon moment pendant ces 2 petites heures. Petite mais costaud, c'est ça? C'est ça l'idée. Donc des créatrices, des représentants des structures qui les soutiennent, qui les suivent, qui les forment ou les informent, etc. On espère aussi, d'ici la fin de l'émission, donc des bénévoles aussi qui interviennent largement sur cette place à Bâle, tout à fait magnifique sous un soleil. Il fait beau pour qui le coup. vous y invite, puisque c'est jusqu'à 20h ce soir. Avec une vingtaine de créatrices. C'est ça. Peut-être que Marine peut détailler ce marché en particulier, qui est particulier du coup. Alors, nouveau format. En effet, c'est un nouveau format qui est tout nouveau. Donc, c'est le marché des pépites en attendant le marché des créatrices. Donc, en effet, il y a entre 20 et 25 créatrices présentes. Plus un espace ressources avec des partenaires qui aident à l'entrepreneuriat, dont le CIAD, Première Brique, la Maison de l'Initiative, Digital Girl, Égalitaire et j'en passe. Donc on est sur Place à Bâle à la Reinerie. Il y a des animations familiales. Oui, dont... C'est gratuit d'ailleurs. C'est gratuit. Il y a un concert aussi. Et un concert à 20h par des slameuses et des rappeuses, qui sont des femmes. Ensuite, il y a un plateau radio aussi, où nous faisons du direct. Oui. Et puis des forains. Des choraleuses aussi. Des choraleuses, du théâtre, des ballons, beaucoup d'animations familiales sur ce quartier. Voilà, on entend peut-être de loin les premières balances pour ce soir. Anouar, un petit mot, tu peux te présenter peut-être? Oui, j'étais là l'année dernière et ça m'a trop plu car j'ai travaillé dans l'animation de marché de créatrices et c'est vraiment formidable, c'est extraordinaire quoi. C'est vrai qu'en dernier, c'est pas qu'il est trop plu, mais c'est qu'il y avait trop de vent. Ouais. C'était pour la blague. Ouais. Mais on s'était bien adapté. Et énorme adaptation l'an dernier. Un souvenir de l'an dernier, toi? Non, mais c'était magnifique, car c'était trop beau, quoi. Le marché des pépites, samedi 13 avril. À partir de cette année et tous les 2 ans, le marché des créatrices devient le marché des pépites. De 14h à 20h, le marché des pépites, samedi 13 avril. Place à Bâle, métro Reinerie. Émission spéciale sur Radio Campus de 14h à 16h. Radio Campus en direct donc de Place à Bâle pour un petit peu le début de ce plateau jusqu'à 16h avec un direct et 2 invités. Alors vous allez pouvoir vous présenter. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, honneur à vous, micro rouge. Ok, alors moi je suis Aude. Bonjour Aude. Je suis donc la lampiste. Je crée des luminaires à partir d'objets recyclés que je détourne. Et ce qu'elle fait, c'est merveilleux. Merci. Du coup, vous êtes? Moi, je suis Cathy, je fais des bulles, je fais des savons. Des savons, des bulles, de la lumière. Donc ça vient d'une démarche personnelle, hasardeuse. Comment vous en êtes arrivé là? J'ai
commencé il y a longtemps en fait. J'ai toujours fait du détournement d'objets. J'aime bien le principe de faire revivre des objets qui sont destinés à être jetés, quoi. Et donc moi j'aime bien le principe de les faire revivre. Donc j'aime que ça soit joli et fonctionnel. Voilà, d'où l'idée des luminaires. Alors, vous dites détourner, hein, c'est plus que recycler en fait pour vous. Oui, c'est ça. En fait, je chine de vieux objets. Alors, j'aime particulièrement les vieux chauffages des années 1900 à 1970, les lanternes de cheminots, voilà. Mais après, je peux détourner des barbecues, des enceintes industrielles, voilà, tout ce qui m'inspire un petit peu, quoi. Vous êtes toute seule Je suis toute seule, okay. Oui. Donc je chine ces objets, ensuite je les démonte entièrement, je les décape, je crée un système qui permet de mettre une ampoule, un néon, peu importe. J'aime bien réutiliser les interrupteurs d'origine aussi quand je peux le faire. Et voilà, et ensuite je remonte le tout et j'aime beaucoup, les objets que je travaille sont souvent en métal. Ouais. Et moi j'aime le métal brut, donc je les patine, voilà, à la cire. Bon, tout ça, j'imagine, ça va prendre du temps. Ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que c'est très cher. C'est pas encore assez cher en fait. Non, on peut avoir une gamme de prix de vos produits. Alors ça va d'une 50aine d'euros à 300 € à peu près. D'accord, ça fait combien de temps que vous avez commencé cette expérience? Alors que je me suis vraiment lancée, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je fais les marchés. Voilà. C'était facile, pas facile? Non, c'est pas évident. Faut en vouloir, faut se montrer, faut se faire connaître. Voilà. Après, c'est un choix de vie. Et c'est ça. Moi, j'aime ça, quoi. Faire les marchés, rencontrer les gens, les autres créateurs aussi. C'est intéressant de partager tout ça ensemble, quoi. Ouais. Ok. Peut-être notre deuxième invité. Bonjour. Alors, on vous écoute sur votre projet. Alors, moi, c'est parti d'une constatation personnelle. J'étais pas bien dans mon boulot du tout. Je suis après tombée aussi plus ou moins dans le même moment sur un livre qu'a écrit Pierre Rabhi. Je pense que beaucoup de gens le connaissent, qui s'appelle Vers la sobriété heureuse. J'ai commencé à faire un peu ma part, donc j'ai changé un petit peu mon mode de vie juste chez moi, en commençant à faire mes produits ménagers moi-même, et ainsi de suite. Et évidemment, il y a aussi le savon qui est entré dans toutes ces choses-là. Et j'ai beaucoup aimé faire des savons. Je suis tombée dedans. Voilà, j'ai la savonnite aiguë. Et je me suis dit, mais oui, effectivement, il y a encore de la place. J'ai commencé à faire de la veille sur Internet et je me suis dit, mais effectivement, pourquoi pas moi ? Dans la savonnerie, c'est peut-être un peu long parce qu'il y a beaucoup d'administratifs à faire, mais bon, peu importe si c'est un passage obligé à faire. Radio Campus 9.4 FM, vous venez de vivre le moment savonnette en direct. Donc l'électricité fut coupée, mais nous sommes encore là, présents, place à balle jusqu'à 16h avec deux créatrices, Aude et une troisième qui vient d'arriver, mais je vais continuer raccord avec Aude et Cathy et Inès qui nous ont rejoint entre-temps. Bienvenue à elle. Cathy, vous étiez en pleine explication du pourquoi du comment. La savonnite. Alors, donc, je suis tombée dans le savon et je me suis dit qu'il y avait de la place pour moi. J'ai commencé à savonner pas mal. J'ai fait des tests pour moi. J'ai commencé à offrir autour de moi et les gens étaient assez ont accueilli la chose assez bien. Et je me suis dit, oui, effectivement, je vais me lancer. J'ai commencé par aller voir l'association égalitaire.
Après, j'ai été mise en contact avec l'association, on parle avec elle. Et voilà, donc c'est mon deuxième marché là cette année. J'ai arrêté de bosser pour essayer de prendre les premiers jalons, de faire une formation de savonnière, parce que je veux m'installer officiellement et ne plus travailler pour les gens pour qui je travaillais avant. Voilà. Vous disiez qu'il y avait une part administrative importante en fait ? C'est exact. C'est-à-dire que la norme et tout ce qui régit la production de produits cosmétiques est relativement strict. Ça permet de ne pas retrouver sur le marché des choses, si ce n'est frelatées ou de mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'on doit respecter de bonnes pratiques cosmétiques, c'est-à-dire avoir un laboratoire correctement aménagé, mettre une charlotte, voilà, mettre des gants, des lunettes de protection, ainsi de suite. Respecter tout un cahier des charges pour les annotations qu'on met sur nos étiquettes. Le choix de nos produits aussi, il est important. Et tout ça, ça donne au final ce qu'on appelle un dossier d'information produit qu'on est obligé de produire à chaque fois. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des accréditations, qu'on puisse être contrôlé, etc. Et effectivement, c'est un peu long parce qu'effectivement, ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc voilà, c'est peut-être long, mais c'est pas infaisable. Ok, super, merci d'avoir patienté. Et Inès aussi, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous dire de quoi vous... Tout à fait. Donc moi je suis Inès et je représente Africa Store. Donc Africa Store, c'est de la création originale de bijoux à base de cuir, de perles et de wax. Donc moi je suis partie d'un concept hyper simple. C'était dans un premier temps de donner une seconde vie à des bijoux existants. C'est-à-dire que les bijoux qu'on a au quotidien, on peut s'en lasser, on peut ne plus avoir envie de les remettre. Et moi, c'était vraiment cette idée-là de recréer un nouveau bijou. Donc, j'ai commencé par là, donc donner une seconde vie à un bijou. J'ai ensuite, à côté, pris les bijoux de certains amis sur lesquels je m'entraînais, comme on dit, un test produit. Et finalement, ils ont été convaincus de ces réalisations-là. Donc, ça m'a aussi donné confiance de croire en mon projet, qui est donc de créer des bijoux, mais vraiment uniques. Je travaille sur un concept unique, c'est-à-dire de ne pas refaire le même bijou, de varier des tissus, de jouer sur l'originalité. Donc, en parallèle, je travaillais. Et après, c'est vrai que les créations prennent tellement de temps que j'étais un peu entre les deux. C'est-à-dire entre faire les créations, entre travailler, je perdais la patience de pouvoir faire mes projets finalement. Donc là, je me concentre sur les bijoux. Alors vous êtes lâché maintenant Tout pleinement à fait. dans ce Là, projet. pour l'instant, je suis complètement lâchée sur mon projet. Donc vous avez monté une structure pour ça ? Alors, la structure, c'est en cours. Okay. Donc j'ai fait les démarches et je suis en attente. Très bien. Voilà. Une jeune créatrice. Tout à fait. Aude, pareil, c'est une jeune créatrice aussi. Il n'y a pas très longtemps, on avait dit un peu. C'est pareil, moi j'étais AMP. J'ai fait ça pendant 12 ans. Et puis en 2014, j'ai décidé de changer de vie et donc de faire enfin ce que j'aime. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de travailler pour me consacrer à la création de luminaires. Et la rencontre parle avec elle ? Alors, en fait, je suis passée par quand j'ai voulu me lancer, je suis passée par différentes structures. J'ai commencé avec la maison de l'initiative, avec qui j'ai fait une formation sur la création d'entreprise et la confiance en soi. Voilà, c'était super intéressant, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais j'ai pas pu rentrer dans cette couveuse-là pour des questions d'assurance. Et donc, je me suis orientée vers une autre couveuse. Donc, j'ai été en couveuse chez Etimone pendant 1 an et demi. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai été obligée de changer parce qu'ils ne sont plus structure d'accueil. Okay. Et donc, j'ai fait la connaissance de parler avec elle, voilà, par le biais de toutes ces structures accompagnatrices. Voilà. C'est comme ça que j'ai connu. Réseau, merci Aude. Rappelle-nous le nom de ton projet. La Lampiste. La Lampiste. Inès. Africa Store. Africa Store. Et nous avons un nouveau projet, une nouvelle créatrice. Bonjour à toi. Bonjour. Le prénom. Moi c'est Safia. Et on parle de quoi ? Alors, moi j'ai créé ma marque de produits cosmétiques bio qui vient du Maroc. Donc c'est la deuxième fois que je participe au marché des créatrices. Il faut savoir que c'est un projet qui me tenait à cœur depuis un petit moment et là c'est la deuxième fois que je propose au niveau du public
vraiment tout le détail de tous mes produits, à savoir des produits pour le visage, pour les cheveux, pour le corps. Donc ça adresse autant pour les femmes que pour les hommes. Et voilà, c'est des produits qui ont été certifiés par Ecocer. Donc voilà. Bonne chose, ça, oui. non, j'imagine. Oui, c'est un dur projet parce que c'est vrai qu'il faut être à l'affût tout le temps des nouveautés, etc. Mais voilà. Je vais poser une question à Noir, peut-être. Moi, non. Juste les produits. Ça t'intéresse Non. Même pas. Oui, en fait, oui. D'accord. Non, en tant que mec. c'est que oui, ça m'intéresse un peu de savoir. Est-ce qu'ils ont de l'effet sur la peau? Oui, alors ce qui est bien, c'est qu'avec les produits que j'ai, donc l'argan et la figue de Barbarie, c'est des produits où on voit les résultats très rapidement. C'est-à-dire que moi, ce que je conseille aux clientes, c'est-à-dire de se prendre en photo avant de commencer et le après. Okay. Comme ça, elles voient par elles-mêmes l'évolution par rapport à l'utilisation. C'est un processus lent à mettre en place, ces produits-là? Alors moi, je travaille avec vraiment le producteur, il est au Maroc. Ouais. C'est lent dans le sens où le produit est un produit noble qui est très cher. Notamment, je peux vous parler de l'huile de pépin de figue de Barbarie, c'est l'huile la plus chère du monde. Wow. Elle a 3 000 € le litre. Ça pique. Okay. Ça pique, la figue de Barbarie. Ça pique, c'est ça. Et il faut savoir que c'est un produit en fait, où on utilise tout, c'est-à-dire les racines, les feuilles, le fruit, les graines, tout est bon en fait dedans. Donc c'est un produit en fait, où on ne perd rien. Ouais. Voilà, d'où le prix extrêmement cher. D'accord, il n'y a pas encore beaucoup de produits comme ça avec ce type de... Non, on commence... En fait, c'est un petit peu connu dans les grandes villes, notamment Paris, etc. Parce que voilà, c'est à l'affût de toutes les nouveautés. Oui. Mais c'est vrai que là, on commence à les découvrir. Et notamment, l'huile de figue de Barbarie, c'est beaucoup utilisé sur les personnes qui ont des problèmes de rides, de cicatrices, les taches. Voilà. Qu'est-ce qui vous est paru le plus compliqué dans créer ce projet, cette entreprise, petite entreprise? Alors, ce qui m'a paru vraiment, ce qui a été compliqué pour moi, ça a été vraiment entre le moment où j'ai eu mon idée et le moment où j'ai dû me lancer dans l'entreprise, en auto-entrepreneuse. C'est ça qui m'a le plus, qui a été le plus difficile pour moi en fait, c'est ça. C'est vraiment d'avoir une structure qui m'a accompagnée. Heureusement, j'ai eu l'aide de deux structures, notamment l'ADI et Maison d'initiative, qui m'ont vraiment permis d'avoir vraiment toutes les réponses à mes questions, d'avoir le soutien, d'avoir vraiment un accompagnement. Et voilà, ça a été vraiment juste cette partie-là qui a été très compliquée. Sinon, après, pour le reste, ça va. Safia, qui est une habituée du marché des créatrices, oui, qu'elle était là l'an dernier. C'est ça, donc là c'est la deuxième fois. Ouais, c'est ça. Elle a même participé au portrait, parce qu'il faut savoir qu'on est dans une tente exposition. Oui. Donc on avait fait une énorme banderole où on avait mis des portraits et images des créatrices. Elle n'avait pas souhaité montrer son visage, mais il y a quand même une photo représentant le micro de Radio Campus avec elle et sa sœur. Donc c'est ça, exactement. Donc voilà, donc l'idée c'était ça. Exact. Donc les projets avancent. Voilà, on est en plein dedans. Okay. Ouais, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que voilà, j'y ai mis tout mon temps. Il faut savoir que je suis une maman de 2 petits garçons aussi, donc il faut gérer autant les enfants que la vie de famille et le projet pro aussi, quoi. Donc. Alors là, on est. Oui. Excuse-moi. Vas-y, Anouar. Excuse-moi. Est-ce que ce produit-là, il marche pour les hommes et pour les femmes? Oui. Il s'adresse autant pour les femmes que pour les hommes. Et aussi, messieurs, arrêtez de vous cacher, arrêtez de dire non, moi j'en utilise pas. Les hommes aussi utilisent les gommages, les masques, si. De plus en plus. Voilà. Ouais. Gommages collatéraux. D'accord. C'est pour tout le monde. Peut-être qu'on peut écouter, on rit, mais il n'y a pas que du sourire et du rire dans ce milieu-là, il y a aussi des discriminations, on est un peu au cœur aussi des problématiques abordées par l'association Parler avec elle depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années au cœur du quartier de la Rainerie. Alors on va s'écouter un extrait de cinéma, de film, soigneusement sélectionné par Laurent, ici présent. Je suis désolé, la jeune femme qui devait partir en congé maternité ne part plus. Elle part plus en congé maternité? Bah non, c'est regrettable. Ouais.
Sophie, Agathe Cléry est là pour toi. Très bien, j'arrive. Bonjour. Agathe Cléry, enchantée. Sophie Valois. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Écoutez, je suis bien embêtée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, il y a eu un mauvais relais dans les informations. Enfin, le poste est pris. Allons bon. Vous avez un excellent CV, mais à CV égal, j'étais obligée de m'incliner devant le candidat des patrons. Droit divin, en quelque sorte, oui. Vous savez que votre histoire, j'y crois pas un quart de seconde. Moi-même, je l'ai racontée 100 fois. Vous auriez pu me dire aussi, je ne suis pas raciste, mais le problème, c'est nos clients. Ah ben, pas du tout. Ou alors que l'entretien a été très concluant et me rappeler sous Bitaine pour me dire que finalement, vous avez pris quelqu'un d'autre, mais que ça n'a rien à voir avec ma couleur, parce que justement, vous avez engagé quelqu'un de couleur. Ou vous défilez en prétextant un rendez-vous important, ou même faire un petit malaise. Non, mais je vous assure, là, vous vous trompez complètement. Et moi aussi, j'ai été blanche. Au revoir. Voilà, donc c'était un extrait d'Agathe Cléry, donc un film avec Valérie Lemercier. Donc j'ai oublié le réalisateur, mais en gros la thématique c'est ça, c'est que c'est une femme blanche qui devient noire et qui est confrontée aux discriminations du travail. Et je sais pas si Safia, c'est quelque chose qui te parle quand tu entends ça en tout cas. Bah, déjà en fait ce qui est bien avec ce film, c'est que en plus c'est un film que j'apprécie beaucoup parce que faut savoir que cette dame là dans le film, elle était elle-même raciste. Donc elle-même refusait des candidatures. Elle-même ne supportait pas les personnes qui étaient étrangères, tout ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois qu'elle s'est levée un matin, elle a eu un peu la peau qui était un petit peu trop foncée, puis de plus en plus, et puis elle se supportait pas, et puis elle s'est rendue compte que ce qu'elle faisait vivre aux gens, ben, elle le vit elle aussi maintenant, et qu'elle a compris que finalement... Ben, voilà, qu'il y avait des personnes qui avaient envie de travailler, qu'il y avait des personnes qui voulaient vraiment se démarquer, qui sont français comme tout le monde. Et vraiment, c'est vrai que c'est un très beau film parce que, en plus, avec l'actrice que j'aime beaucoup, elle exprime vraiment le côté... déjà, il y a l'autocritique. C'est-à-dire que même si c'est un film, on voit vraiment que voilà, elle était mauvaise au début et après quand ça lui arrive à elle, elle prend conscience des coups qu'elle reçoit en pleine face, quoi. C'est pour ça que dans l'extrait, on entend très bien qu'elle dit « moi aussi j'étais à votre place, moi aussi j'ai fait ça ». Et je trouve que c'est quelque chose d'important quand on met on met face aux gens ce genre de situation-là, c'est-à-dire qu'on les met face à leur réalité et face à ce qu'ils font. Moi, est-ce que j'ai été confrontée? Honnêtement, oui, mais c'était pas quelque chose, je ne veux pas m'en faire une priorité dans la vie. Honnêtement, c'est quelque chose que, voilà, j'ai toujours été élevée, que ce soit par mes parents ou ma sœur ou mes frères, dans l'optique de me dire, t'as vu, c'est quelque chose de négatif, mais avance, faisant une force, que tout ce qui t'arrive, faisant une force. Et je trouve qu'il faudrait avancer comme ça, parce que voilà, ça sert à rien de s'apitoyer sur notre sort. Et le mieux, c'est d'avancer, c'est la meilleure des choses, c'est de se dire que oui, ça existe, il ne faut pas se voiler la face non plus, mais qu'il faut trouver des alternatives positives. Voilà, c'est ma vision des choses. La création d'entreprise est une alternative totalement positive. En fait, justement, c'est l'année dernière, c'est ce que je disais, c'est que moi, j'ai un diplôme, j'ai un bac +2 dans le commerce. J'ai mis mon voile juste avant mon bac. C'est vrai que j'ai rencontré des petits soucis, etc. Et la plupart des choses, quand je me proposais pour être commerciale, on me répondait oui, vous savez, vous avez un contact avec la clientèle, c'est pas bon, mais d'accord. Et puis voilà. Et puis après, quand je suis devenue maman, je me suis dit crée ta propre entreprise. Donc j'ai créé ma marque de produits, j'ai entamé mes recherches, je me suis débrouillée et maintenant je me dirige moi-même. Voilà. Parfait. Vous vous discriminez toute seule. C'est ça. Mais du coup, ça a pris beaucoup de temps de lancer ce projet spécifique? Alors j'ai eu entre l'idée et vraiment le marché des créatrices, parce que l'année dernière c'était vraiment mon premier salon, il s'est passé entre 10 et 1 an à peu près, 10 mois et 1 an. C'est très long parce que je vous épargne tous les côtés famille qui vous dit ou amis qui vous dit non, il y a déjà trop sur le marché, tu vas te casser vraiment la tête dans tout ça. Et vraiment, moi je trouvais que voilà, on est dans c'est comme un schéma vraiment. Voilà, il y a les montées, descentes et puis
Et puis voilà, moi je trouve que c'est le plus dur, c'est ça. C'est vraiment ce côté-là où on essaie de vous démotiver. Et après, quand voilà, on y tient, on lâche rien. Là, je trouve que c'est le plus beau côté du projet, c'est celui-là. C'est vraiment quand on se bat à fond, quoi. Après, oui, c'est vrai, effectivement, il y a eu des petits ratés, il y a eu des coups de mou. Mais c'est vrai que voilà, après, il y a la famille qui vous remotive, le mari, et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Ouais. Et vos enfants? Oui, mais honnêtement, on oublie souvent les maris. Je vais pas. Honnêtement, on est souvent en train de dire oui, les femmes, elles créent leur entreprise, c'est bien et tout, mais on en oublie des fois le mari. C'est lui qui garde les enfants le week-end, c'est lui qui aide à porter les affaires, c'est lui qui. Faut pas les oublier, les petits maris aussi. On est d'accord. Donc voilà. Discriminés, les maris discriminés. Non, je rigole. Évidemment, ils sont. Lui dites pas, il va être content. Partie prenante de toute façon de vous soutenir. Et vous avez quoi, 2 garçons? 2 petits garçons, c'est pas ça. de filles? Non, pas de filles, non. Okay. 2 petits garçons. Donc vous allez préparer leur peau et leur avenir de leur peau. L'avenir de leur peau. Oui, ici ça bouge un peu. J'espère que voilà, oui. De toute façon, il faut rester dans le côté naturel. Il n'y a pas. Si on veut quelque chose sur du long terme, il faut vraiment utiliser le naturel. Et surtout le naturel, mais qui soit adapté à notre peau, quoi. D'accord. Okay. Et ma marque, si je peux rajouter juste le nom de ma marque, donc c'est Aima Nature. J'espère bien. Aima, vous l'écrivez comment? A-Y-M-A, plus loin, nature. Yep. Voilà, donc Aima, c'est un mot qui veut dire maman en berbère, donc la mère nature. Okay. Voilà, c'est la bien trouvé. Sur Internet, bien sûr? Oui, sur les réseaux, sur un site Internet en train de se créer. Après, moi, je suis sur Basso Cambo, donc éventuellement. Et voilà, par téléphone aussi. Bonne chance. Merci beaucoup, à vous aussi. Au revoir. Le marché des pépites se poursuit avec une première pause musicale. On s'écoute Huga et Love Fusion dans quelques secondes. Le temps, bien sûr, de repousser le vent qui se lève. Yes. Marché des pépites, samedi 13 avril. À partir de cette année et tous les 2 ans, le marché des créatrices devient le marché des pépites. De 14h à 20h, le marché des pépites, samedi 13 avril, place Abal, métro Rennery. Émission spéciale sur Radio Campus de 14h à 16h.
toujours en direct de la Place à Bâle, donc en live, live que nous apprécions parce qu'on n'est pas souvent ici et encore plus quand il y a du soleil comme ça. Nouvelle invitée, côté structure de soutien, bien que finalement ça n'est pas tout à fait une structure. Bonjour. Bonjour. On peut savoir votre nom? Je suis Elsa Bourgeois. Enchanté. Et donc vous menez un projet, un mouvement qui s'appelle Digital Girls. Donc un mouvement, c'est pas une structure. Tout à fait. Alors contrairement aux autres structures présentes ici, nous sommes un mouvement qui rassemble une communauté informelle mais active et engagée. De femmes essentiellement, mais nous sommes bien sûr ouverts aux membres masculins, et des femmes qui sont engagées, investies professionnellement, mais pas que dans le numérique, et qui surtout ont envie de faire la promotion de la mixité, parce qu'on sait que ce monde professionnel qui est maintenant qui investit tous les secteurs d'activité économique et l'entrepreneuriat notamment, mais n'est pas tout à fait équilibré, et qu'on manque de femmes. Donc on a envie de faire en sorte qu'elles soient présentes, actives, et qu'elles utilisent le numérique et le digital comme un vrai levier d'action, de développement de leurs activités, de leurs projets personnels, professionnels. Ce qui fait qu'on est content d'être ici aux côtés des créatrices. Alors je vois que vous êtes née en 2014, je m'informe avec ce superbe Flyers. Donc depuis 2014, les choses ont évolué dans l'environnement de l'entrepreneuriat et des femmes et des discriminations ou pas? Alors pas assez, forcément, pas assez. C'est pour ça qu'on essaye d'œuvrer, nous, pour que ce mouvement rassemble le plus largement des femmes, des jeunes femmes, mais aussi un peu tous les milieux sociaux. Donc ce qui explique qu'on soit aujourd'hui à la Reinerie, c'est qu'on a envie d'ouvrir la communauté aussi en termes de mixité sociale. À des porteuses de projets, à des femmes, à des jeunes filles, pour leur montrer toutes les opportunités qu'il y a au niveau de l'orientation professionnelle, les opportunités en tant que porteuse de projet, bien sûr, le numérique. Si on est bien accompagné, c'est vraiment un pouvoir d'action, d'agir, d'expression important. Il y a des chances même qu'on en voit arriver de plus en plus des projets autour du digital. Ça se développe assez rapidement, donc les nouvelles générations vont être de plus en plus confrontées à ça. Oui, mais il y a toujours pas assez, si on parle d'orientation, pas assez de jeunes filles dans ces filières-là. Donc nous, on fait en sorte d'évangéliser, de démocratiser l'accès aux filières de formation. On organise des coding parties et on les oriente bien sûr vers un public féminin, parce qu'il faut aller un peu les chercher, les rassurer et faire tomber ces barrières, ces préjugés qui font qu'au niveau professionnel, elles ne vont pas sur ces filières-là. Mais également, on a parmi la communauté des femmes, c'est aussi l'idée, c'est de montrer un peu la voie, d'avoir des témoignages de femmes inspirantes qui, elles, ont fait un bout de chemin et qui peuvent entraîner, accompagner, inspirer d'autres personnes. Donc c'est cette logique-là de communauté, montrer la voie. Alors, effectivement, vous n'êtes pas une structure totalement officielle, institutionnalisée, que sais-je encore. Ça manque un petit peu, non? Peut-être ce type d'approche plus philosophique que technique, si je puis dire. En tout cas, nous, on se dit que si on mobilise correctement et dans la durée l'énergie, et surtout qu'on monte dans une logique de partenariat des actions, plus on sera nombreuses à fédérer et à travailler sans barrière avec des structures. Donc nous, on agit aux côtés d'autres partenaires. Pour les citer, c'est la Compagnie du Code, ce sont des acteurs de la formation maintenant très visibles comme Simplon, mais également d'autres qui, on se dit qu'en se mobilisant à plusieurs, petit à petit, il y aura de plus en plus d'impact et de visibilité. Et on fera tomber ces barrières. Et du coup, ce sont les institutions qui vous soutiennent techniquement, financièrement? Alors nous, on est effectivement un peu accompagnés, aidés, mais on part aussi. On va sûrement essayer effectivement d'aller mobiliser aussi financièrement sous forme de dons, avec une communauté maintenant qui est importante. On va essayer aussi d'aller solliciter et l'énergie et l'apport financier des membres. Vous allez faire du crowdfunding. Et voilà, encore un anglicisme. Mais C'est ça, oui, parce que je vais vous dire, vous donner des cours d'anglais avec, parce que je vois Afterworks, Meet Ups, Hackathon, Coding Parties, Speaker Sessions,
Bon, je vous en veux pas, hein, on est tous un petit peu, comme tout le monde, obligés d'angliciser. Alors on fait très attention, malgré ces appellations-là, on essaye de ne pas jargonner parce que voilà, au contraire, nous on essaye de rendre ça très accessible. Mais bon, il y a un petit côté effectivement meet-up, on pourrait le traduire par. Bon, en tout cas, je vous invite à être plus créatif et créative sur les questions lexicales. Merci pour l'heure, Elsa, mais vous restez avec nous puisqu'on a encore un petit son à vous faire écouter à tout le monde. Tout va bien, on a un deuxième invité. Bienvenue à toi. Merci. Prénom, âge, parcours, je veux tout savoir. Je m'appelle Nance, Nance Bastide, et je représente France Active. France Active. France Active, tout à fait. Et ça donne quoi, France Active, concrètement? Alors, France Active, c'est une association qui a plus de 30 ans. Oui. Et qui, aujourd'hui, accompagne et finance en fait, des personnes qui créent des entreprises sur le territoire. Donc, on est basé en Occitanie, côté ouest. D'accord. Et qui les finance et qui les accompagne. Voilà. Donc, on a deux publics cibles que sont les précaires. Et en particulier, du coup, aujourd'hui, à ce titre, les femmes créatrices d'entreprises qui créent leur propre emploi et qui veulent se développer. Et l'économie sociale et solidaire dans son ensemble. Oui. Voilà. On n'en a pas parlé, mais effectivement, c'est un petit peu tout ce mouvement-là qui s'organise parfois peut-être un petit peu moins politiquement, si je puis dire, en tant que tel, économie sociale et solidaire. Mais c'est quand même de ça dont on parle de plus en plus autour de ces créatrices et créateurs. Effectivement, on a des enjeux qui se retrouvent, en particulier du coup sur l'entrepreneuriat, et qui aujourd'hui sont forts et qui ont besoin d'être accompagnés et financés. Ça donne quoi sur un projet moyen voilà, quelqu'un vient vous voir en fonction, vous l'accueillez, vous le sélectionnez comment ça se passe si on frappe à votre porte? Si on tape à notre porte, tout d'abord, en fait, la personne qui vient nous voir, donc elle a un projet entrepreneurial, avant tout pour elle. Et cette personne, du coup, effectivement, on va l'accueillir. On va voir quel est son projet, on va essayer de le comprendre, on va le discuter avec elle. Et on va l'accompagner en fait, à la réflexion autour de son projet. Parce que derrière le financement, il y a aussi une question de compréhension mutuelle, des compréhensions du projet de l'autre. Et du coup, on va l'accompagner dans sa réflexion autour de son projet. Et ensuite, on va pouvoir essayer de le financer. Ça donne quoi sur une moyenne de financer? Vous pouvez donner jusqu'à combien? Il y a un plafond? Comment ça fonctionne vraiment un petit peu plus techniquement? Parce que c'est pas si connu que ça, France Active. Alors techniquement, on prête, donc on fait des prêts à taux zéro. C'est-à-dire qu'il y a un prêt gratuit avec la personne en fait, qui peut aller jusqu'à 8 000 € et qui permet en fait à la personne de commencer à investir et de commencer à lancer son activité. Voilà. De lancer une trésorerie la plupart du temps. Voilà, la trésorerie au démarrage essentiellement. Et puis on essaie aussi de convaincre les banques de venir avec nous, de suivre le projet et de le financer également. Parce que l'enjeu, c'est aussi de convaincre les banques de venir financer des activités qui ont du sens. Alors, les banques privées, les banques... Privées, essentiellement. On est d'accord. Banque coopérative, il n'y a pas encore de lien direct? Alors si, il y en a, mais on est partenaire de toutes les banques qui veulent bien suivre nos porteuses de projets, nos porteurs de projets. D'accord, c'est bon de savoir. D'autres questions, Anouar, tout va bien sur le crédit? On entend. Oui, c'est parti maintenant. Parce que vous avez un petit logo Première Brique, et j'aurais voulu savoir la nuance entre France Active et Première Brique. Eh bien, Première Brique, pour ceux qui le connaissent, du coup, c'est un incubateur qui est basé à Toulouse. Incubateur, du coup, c'est un terme un peu technique qui veut dire qu'en fait, on accueille aussi des personnes qui ont des projets. Alors là, par contre, elles sont juste au stade de l'idée, elles ne savent pas exactement, mais elles ont repéré quelque chose, elles sentent quelque chose, un besoin social, et elles se disent, il y a peut-être un projet entrepreneurial à monter autour de ce besoin-là. Et du coup, je vais monter mon projet entrepreneurial autour de ce besoin-là. Et du coup, l'incubateur, il les accompagne, il les fait réfléchir autour de cette notion de besoin social pour mieux le définir, le comprendre et y répondre de la meilleure façon possible avec un projet entrepreneurial qui peut être une asso, une entreprise. On parle quand même de besoins sociaux là. Exactement. Social, sociaux, comme vous voulez. On est d'accord? Belle précision. Non, c'est bon. France Active et bien sûr Digital Girls. Nous allons écouter un petit extrait, autant que je sache. Cinéma, c'est parti. On réagit juste après sur les questions de discrimination autour du travail. Radio Campus 9.4 en direct. Qu'avez-vous appris au service militaire? L'obéissance, la droiture, une forme d'abnégation, se mettre au service de l'autre pour obéir à ses choix. Vous verriez un inconvénient à travailler sous la direction d'une femme? Non, il n'y a aucune raison.
Et quel type de patron préfériez-vous avoir? Un patron qui respecte les gens. Qu'est-ce qui vous met en colère? Les décisions arbitraires. Vous voulez préciser? Qu'on se permette de disposer de la vie des gens. Qu'on se permette de disposer de la vie des gens au nom de critères que personne ne maîtrise. Vous êtes en bonne santé? Oui. Vous avez été, semble-t-il, licencié suite à une hospitalisation assez longue. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Écoutez, ça n'a rien à voir avec cet entretien. Je suis en droit de vous le demander. Vous êtes en droit de pas me répondre. J'ai eu un accident, personne n'est à l'abri d'un accident. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à l'entreprise? Et vous, qu'est-ce que vous pensez que votre entreprise peut m'apporter? On me tiendra au courant. Donc là, c'était l'extrait d'un film qui se nomme Très bien merci, avec Gilbert Melki, c'est celui qu'on a entendu. Donc je trouvais qu'il exprimait bien ce côté un peu discriminatoire qu'il y a dans un entretien d'embauche. En fait, on s'intéresse d'abord à la personne, à son histoire. Bien sûr, on s'intéresse à la personne, mais y compris à son apparence. Donc là, il pointe le problème de santé et il le met comme un stigmate. Donc j'aimerais que vous nous disiez un peu, alors peut-être que ce soit sur le rapport homme-femme ou autre, les discriminations que vous avez avec votre public, ce qu'ils en témoignent en fait, en rebondissant sur cet extrait. On parle de discrimination au travail, donc quelle que soit la discrimination, quelle est votre position? Et sur le terrain, vous en croisez souvent? Alors, pour Digital Girls, alors nous qui rassemblons des femmes présentes dans le digital, ce qui est souvent vécu, partagé, c'est notamment dans les métiers techniques, on va dire, du numérique. Donc, pour ne pas les citer, les développeurs. Moi-même, j'ai fait une formation de développeuses web, et donc j'ai côtoyé pas mal de jeunes développeuses, moins jeunes, qui effectivement nous relatent, quel que soit le cadre professionnel, petite entreprise, start-up, grosse entreprise, des situations pas très confortables, parce que forcément minoritaires dans des équipes, parce que forcément managées le plus souvent par des hommes. Et là on se retrouve dans des situations parfois compliquées, où elles doivent faire déjà justifier des compétences qu'elles ont, tout à fait, qui les mettent en situation inconfortable, qui fait qu'elles cultivent ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Elles se disent « je ne serai jamais à la hauteur », alors qu'elles ont tout à fait le bagage technique, professionnel. Donc c'est compliqué, effectivement, de faire un chemin, notamment dans ces métiers techniques où elles sont minoritaires. Donc pour ça, toutes les formations intègrent de plus en plus un accompagnement là-dessus, sur de la mise en confiance, sur comment évoluer, comment dépasser et ne pas se décourager face à ces situations-là, parce que certaines abandonnent, notamment même au niveau de la formation, quand on voit certains. Sans les citer, mais des cursus assez des cursus bac plus 5 assez difficiles, exigeants, où à l'entrée des étudiantes finalement ne vont pas jusqu'au bout de la filière de la formation, parce que découragées, sans même arriver dans le cadre professionnel. Alors après lorsqu'elles sont en poste, c'est vrai que c'est compliqué de faire un chemin dans cet environnement-là, si on n'est pas tout à fait armé, préparé. Voilà. France Active. Ce que j'aime beaucoup aujourd'hui, parce qu'on est au marché des créatrices, du coup, c'est aussi de voir des exemples, en fait, assez inspirants de femmes qui créent des entreprises et qui sont, pour d'autres, du coup, des modèles qui montrent qu'effectivement, dans l'entrepreneuriat, on peut être femme chef d'entreprise et on peut créer sa propre activité, pouvoir la développer et ensuite devenir soi-même dirigeant d'une équipe salariée. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même un assez bon exemple d'entrepreneuriat féminin, et montrer qu'effectivement, il est possible d'aller au-delà de la discrimination, et aussi l'entrepreneuriat en est une des solutions.
Il y a des possibilités d'aller de plus en plus finalement vers préparer presque mentalement, psychologiquement les personnes. Vous disiez le syndrome de l'imposteur. J'ai envie de dire, c'est surtout faire travailler sur le cadre d'accueil de ces personnes-là, de ces femmes, que ce soit encore une fois au niveau de la formation ou au niveau professionnel. Donc c'est surtout sensibiliser ceux qui construisent, animent ces formations, sensibiliser les entreprises, les DRH, les managers. Donc c'est plutôt à eux de faire l'effort d'être plus inclusifs dans leur formation, dans leur accompagnement, dans leur politique RH de recrutement. Voilà, je ne vous parle pas de la discrimination à l'embauche, qui fait qu'effectivement... Alors maintenant, beaucoup d'entreprises, notamment d'entreprises du numérique, font cet effort-là parce qu'elles voient bien tout l'intérêt de féminiser ou d'avoir un meilleur équilibre dans leurs équipes. Elles ont bien compris qu'il y a un enjeu et elles font l'effort, pas uniquement cosmétique, mais dans le fond, d'être plus inclusifs dans leur aussi pratique managériale. Ouais, c'est clé. Donc on peut accompagner les femmes, mais surtout on peut faire un travail au niveau plus de l'environnement. Il est bon que ça marche des deux côtés, mais exactement. Un côté un peu plus que l'autre, sûrement. Voilà. Le côté masculin, le management et tous ces postes à pouvoir, souvent des zones de pouvoir qui aujourd'hui bloquent un petit peu l'évolution égalité homme-femme à divers niveaux de notre société, me semble-t-il. Après, ça reste un débat, bien sûr, on est là pour débattre. Encore un mot sur ces discriminations. Est-ce que, pour toutes les deux, et on va intégrer une nouvelle invitée qui regarde ce micro qui est magnifique, avec une bonnette rouge. Bonjour, votre prénom, votre nom? Alors Laetitia, et je suis en fait formatrice en création d'entreprise. C'est un organisme de formation qui est dédié à l'accompagnement des femmes qui créent leur activité. Qui s'appelle donc Qui s'appelle Égalitaire. Égalitaire. Ok. Donc là on était un petit peu sur la question quand même de discrimination concrète. Et vous avez quand même des cas de figure où les personnes abandonnent tout de même leur projet, et est-ce que ça vous sert à mieux gérer les suivants, France Active? Qu'est-ce que vous faites en cas d'échec? En cas d'échec du projet porté par la personne. Oui. En fait, ça dépend ce qu'on entend par l'échec du projet. Oui, tout à fait. Effectivement. Mais, si ça n'aboutit pas. Bien souvent, du coup, notre but justement, c'est de suffisamment accompagner la personne au démarrage. Ouais. En fait, qu'elle prévoit son projet, qu'elle le prépare, pour qu'elle ait toutes les chances, en fait, en tant que femme entrepreneuse, de réussir. En fait. Et donc, la meilleure, solution à l'échec, c'est de bien préparer le projet et de bien l'accompagner pour être sûr qu'il fonctionne en fait derrière. D'accord. Bon, je prends la réponse. On aurait pu en avoir une autre. Mais voilà, on est sur les discriminations dans le travail, dans l'accès au projet entrepreneurial, pardon. Ça vous parle? Oui, complètement. Oui, c'est notre quotidien pour le coup. Si je dois rebondir sur la question de l'échec, c'est vrai que, enfin ça c'est très franco-français d'avoir la notion d'échec, puisque dans d'autres pays on considère ça vraiment toujours comme une expérience professionnelle très positive, même si finalement ça n'a pas abouti. On est d'accord. Allez-y, continuez. Et après, vraiment, l'objectif des accompagnements, c'est de faire en sorte que ce soit la personne qui pose son diagnostic en fait sur la création et sur la faisabilité de son projet. On n'est pas là pour dire dès que l'on reçoit la personne, vous avez un bon projet ou vous n'avez pas un bon projet. C'est vraiment un accompagnement où la personne va explorer par elle-même la faisabilité de son projet et d'elle-même dire oui, actuellement c'est faisable ou actuellement ce n'est pas faisable parce que ce n'est pas opportun. Pour tout un tas de raisons qui peuvent être des freins spécifiques à l'entrepreneuriat des femmes. Par exemple, là je dois m'occuper de mes enfants, ils sont trop en bas âge, etc. Ou l'accès au financement, enfin ça je ne sais pas si vous l'avez déjà abordé, mais ça fait partie aussi... Faites donc. Parce qu'on sait que c'est déjà plus compliqué pour les femmes d'obtenir un prêt professionnel. Donc j'imagine qu'il y aura l'intervention aussi tout à l'heure de Ladi qui va pouvoir vous en parler. Mais c'est une discrimination à laquelle elles font face de façon récurrente.
Donc vous privilégiez plutôt l'autonomie, non, des projets finalement. Ah, complètement. On est là vraiment pour accompagner et pouvoir leur transmettre une boîte à outils finalement. Et c'est ce qu'on appelle en fait aussi l'empowerment. Oui. Le fait de les mettre en capacité d'agir, de prendre des décisions et de prendre en main finalement aussi ce qu'elles ont envie de faire et de leur donner suffisamment confiance en elles, en leurs capacités, en leurs compétences. C'est ce qui fait en fait la clé des parcours. Oui, ça donne l'impression parfois que des fois il n'y a pas grand-chose qui manque, une espèce de plafond de verre comme ça qu'on demande qu'à passer, et c'est là où les solidarités que vous produisez sont sûrement favorables à ces femmes qui n'osent pas. Ça vous parle ça aussi? Ah oui, complètement, oui. D'accord, moi je vérifie au cas où. Non, c'est bon. Nouvelle invitée, pas nouvelle invitée, alors qu'on change un micro, mais c'est pas très grave. Elle voulait plus ou moins parler. Bonjour, vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je suis Elodie Drala de la Maison de l'Initiative, donc je suis chargée d'affaires au sein de la Maison de l'Initiative. Donc nous accompagnons, nous aussi comme égalitaires, les porteurs de projets en amont création, donc sur toutes les étapes de la création, mais on propose aussi un statut alternatif qui est la coopérative d'activité. Qui permet donc aux entrepreneurs de tester leur activité tout en étant accompagnés et en ayant le statut de salarié entrepreneur. Et nous avons une coopérative d'activité au Mirail qui est dédiée aux femmes. Nous accompagnons que des femmes sur cette coopérative-là. Depuis combien de temps ça se passe cette affaire? Donc depuis, on est sur 25 ans cette année. Voilà. Discrètement. Ça doit faire du monde, ça. Quoi d'autre à dire sur votre activité, les personnes qui viennent frapper à votre porte, comment elles tombent sur vous? Maison de l'Initiative. Maison de l'Initiative, donc on a beaucoup de partenariats avec les différents organismes. On travaille aussi beaucoup avec Pôle emploi, le bouche à oreille. On est aussi présent sur les différents quartiers. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, si je puis dire, chez ces personnes, chez ces femmes, dans leurs demandes, dans leur fragilité ou autre? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent un petit peu? Est-ce qu'il y a un profil qui s'est un petit peu dégagé? Oui, alors nous on travaille pas mal sur beaucoup de thématiques, la confiance en soi, l'estime de soi, l'articulation des temps de vie. C'est quelque chose où on intervient quand même énormément. Voilà, nous on intervient sur des formations à la création en non-mixité aussi et en mixité pour pouvoir se questionner tous ensemble sur ces sujets. En non-mixité aussi? Eh oui, en non-mixité. Ça donne quoi? Ça permet d'avoir la parole plus libre. D'accord. On peut s'exprimer plus librement et sans avoir peur de ce qu'on peut dire. D'accord. Le cadre est plus élargi, on pourrait dire. Oui, un rebondissement sur ce qui est dit. Oui, juste sur les profils, c'est vrai que l'on voit aussi beaucoup de jeunes femmes. Enfin, il faut bien se dire qu'il y a quand même des jeunes femmes qui sont très diplômées et qui n'arrivent pas à trouver d'emploi à la hauteur de leurs compétences, parce que souvent elles sont finalement sous-employées, plutôt sur des jobs alimentaires carrément, ou en tout cas pas à la hauteur de leur diplôme d'ingénieur ou autre. Et le fait de vouloir créer une activité, c'est quelque part aussi finalement se réaliser professionnellement. Donc on a ce premier profil entre guillemets type. On a aussi un profil type de personnes, de femmes qui ont interrompu leur carrière professionnelle pour éduquer leurs enfants et qui, quand les enfants sont plus grands, plus autonomes, vers l'adolescence, se confrontent au fait qu'il est extrêmement difficile de retrouver un emploi. Quand on a été comme ça, on va dire un peu coupé du monde professionnel pendant plusieurs années. Donc on peut se questionner sur justement les charges éducatives et le partage des charges éducatives et de la parentalité. Et puis on a aussi des personnes, des femmes qui ont quasi la soixantaine ou la soixantaine passée et qui quand elles font le point s'aperçoivent qu'elles ne pourront pas vivre de la retraite parce qu'elles ont une vie professionnelle particulièrement hachée. Que souvent aussi on a eu des personnes qui en fait ont aidé leurs compagnons entrepreneurs, etc., mais de façon complètement non déclarée, et qui se disent mais moi en fait il faut que je travaille pour être autonome parce que là je suis plus admettons avec mon compagnon et là je dois gagner ma vie, donc il faut que je crée une activité pour gagner de l'argent.
Voilà, donc... si on pouvait dresser, mais alors là vraiment on est sur 3 profils types et bien sûr après tout le monde est différent et on a encore beaucoup plus de diversité dans nos accompagnements bien entendu. On va peut-être avoir un témoignage concret. Marie, me dit-on, serait prête à être interviewée et qui donc est une porteuse de projet. Marie, bonjour Marie. Discrètement, un micro vert vous est offert. Pendant quelques secondes, nous allons pouvoir discuter de projets, donc d'approche des structures qui vous ont soutenu. Vous pouvez vous présenter, oui, on prend le temps, c'est le direct. Place à Bâle, en ce 13 avril 2019, le marché des pépites. Donc on est sur les structures d'accueil, les structures qui vous ont aidé. Quel est votre projet au départ ? Oui, effectivement. Donc j'étais avec Égalitaire, avec Laetitia. Donc elle m'a aidée à monter mon projet, voir s'il était déjà valide. Voilà. Et après on a travaillé sur plusieurs thèmes pour le consolider. Et voilà. Et après c'était à moi de me lancer. Jeune créatrice donc, qui avait cette idée depuis longtemps ? Tout à fait. Depuis 5 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait le déclic avec la maison de l'initiative ? Que en fait c'était possible. Voilà. Et comment vous avez eu l'info au départ ? En allant à une maison d'association. Voilà. Donc il y en avait plusieurs, dont Égalitaire. Donc voilà. Et donc du coup je me suis tournée vers elle plutôt. Et vous en êtes où là en ce moment ? Là ça y est, j'ai créé mon entreprise. Félicitations. Merci. Et bonne chance, on peut vous connecter sur Internet, pas oui, encore ? Tout à fait, oui. Alors, il y a une page Facebook, c'est les Jolies Vaunoiseries. Voilà, donc pâtisserie, livrée à domicile. Ça marche, et ça commence à marcher ? Mais oui, ça va, ça marche bien. On vous le souhaite à fond. Eh bien, merci beaucoup. Merci Marie pour cet impromptu en direct avec vous. Au revoir. Merci, waouh. Laetitia, tout ça, encore un dernier nom, peut-être une nouvelle initiatrice de projet, structure, oui, initiatrice de structure de projet structuré, que sais-je encore. Vive la jargonite. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, du coup, donc, je suis conseillère auprès de l'association ADI. On intervient pour faire du financement pour les personnes qui ont un projet de création d'entreprise et qui ne trouvent pas donc, de financement bancaire. Voilà. On est souvent confronté, du coup, moi en tout cas dans mon boulot de conseillère, à des femmes qui pensent qu'il faut beaucoup d'argent pour créer une entreprise. Ce qui est faux déjà. Généralement, on est sur des petites activités de femmes qui savent faire, donc qui font déjà à domicile en fait des activités de traiteur pour les mariages, qui font déjà couturière à la maison, qui réalisent des petits bijoux. Donc c'est quelque chose qu'elles font déjà de manière informelle. Et elles pensent du coup à tort que pour pouvoir se lancer, il faut avoir besoin de beaucoup d'argent pour créer une entreprise, parce qu'il faut du capital, parce qu'il faut des salariés. Et en fait, pas du tout. Il y a plein de statuts différents qui, en fonction de l'activité, font qu'il n'y a pas besoin de beaucoup. Voilà, un petit levier, un petit peu de stock en plus, prendre un petit peu de trésorerie, 1000, 2000 euros et ça suffit. Voilà, c'est juste un levier en fait pour pouvoir démarrer de manière formelle. Voilà. Souvent le piège, ça reste finalement le piège de la gestion. Oui, c'est vrai. Des fois, elles sont un peu, elles en ont un peu peur et du coup, elles se disent je préfère rester en informel parce que la gestion va être compliquée. Mais il y a des statuts juridiques qui existent où la gestion est vachement simplifiée, comme notamment le statut de micro-entrepreneur, où la seule gestion qu'il y a à faire, c'est tenir à jour un cahier de recettes-dépenses. Donc, il faut quand même le faire de manière régulière, mais il n'y a pas plus. Voilà, il n'y a pas besoin de prendre un comptable. Pas besoin de se charger non plus avec les papiers. C'est quand même vachement simplifié, faire une déclaration par mois de chiffre d'affaires. C'est des mots qui peuvent faire peur en fait, mais qui ne sont pas forcément... il y a des outils en face qui permettent de les faire rapidement et d'un peu dédramatiser le tout pour qu'elles aillent plus facilement, parce que c'est pas... Quand on démarre une petite activité, il n'y a pas beaucoup de gestion à en faire. Il faut le faire de manière régulière, mais c'est pas... c'est à la portée de tout le monde. Oui. On le souhaite à tout le monde, que ce soit à leur portée. Mais du coup, vous avez un petit peu des chiffres peut-être combien vous arrivez à soutenir de projets Alors, par an ? nous, du coup, au niveau des demandes de financement, au niveau de l'ADI, en fait, donc là, pour le coup, je vais parler pour ma structure, sur 100 personnes financées, on est à 45% de femmes.
D'accord. Donc en fait, quand on regarde de manière nationale, les femmes en fait qui créent une entreprise sont beaucoup moins que ça. Voilà, elles ont beaucoup moins accès au financement de manière nationale. Nous, dans notre ratio, on est plutôt sur du 45-55. Parce que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a moins accès à un crédit et qu'on ne peut pas non plus emprunter de manière plus facile. Voilà. Nous, il n'y a pas de restriction là-dessus. On est sur du moitié-moitié. Voilà. D'accord. Mais il n'y a pas plus de directives pour mettre plus en avant les projets féminins, finalement, du côté de l'ADI. Participer à des événements comme aujourd'hui, par exemple, pour porter un petit peu la parole, dédramatiser le fait que obtenir un financement, c'est pas forcément compliqué, d'accord, quand on est une femme, et aussi qu'il n'y a pas besoin de beaucoup pour créer une entreprise. Voilà. Ce qui est souvent les deux choses qui reviennent. En fait, je suis une femme, donc ça sera plus difficile d'avoir un crédit, et j'ai besoin d'un gros crédit pour créer une entreprise, alors que pas du tout. Voilà. Ma question, c'était est-ce que vous prenez soin de faire du 50-50 sur vos choix de projet? Est-ce que ça, vous y arrivez ou... Alors, c'est quelque chose qu'on a en tête. Voilà, il n'y a pas d'obligation. C'est une volonté, non? Il n'y a pas d'obligation légale. Il n'y a pas d'obligation, pas du tout. Mais c'est une volonté au niveau de l'ADI, des valeurs qu'on défend aussi, que tout le monde, donc femmes et hommes, parce que là on parle beaucoup des femmes et du coup on est sur les deux en fait. On n'est pas spécifié que pour financer donc du coup les femmes. La volonté qu'on porte, c'est vraiment que chacun puisse avoir accès à un financement pour créer son entreprise. Donc femmes, hommes, bénéficiaires de minima sociaux, personnes fichées à la Banque de France, personnes dans n'importe quelle activité, que ce soit du commerce, de l'artisanat, n'importe quelle activité. On a vraiment à cœur de financer toutes les personnes qui ont un projet de création, en tout cas qui souhaitent y aller. Ok, concernant les discriminations, vous aurez d'autres choses à dire? Discrimination dans le travail, au travail, vous y êtes confrontés? On vous en parle dans les projets? Moi, à titre perso, non, j'y suis pas confrontée. Bon, on ne vous le souhaite pas non plus. Non, c'est clair, évidemment. Après, je pense que la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est d'en parler, tout simplement. On vous en parle parfois ou pas du tout dans les projets? Non, pas forcément. Si, des femmes, évidemment, qui se disent... que quand elles ont un projet de création avec leur compagnon, c'est plutôt le compagnon qui va porter le projet, plutôt qu'elle. Bon, voilà pourquoi. Il n'y a pas de choses qui vont dans ce sens-là. Donc un peu leur dire vous aussi vous pouvez être une créatrice d'entreprise. Pourquoi ce serait pas vous au lieu de monsieur? L'ADI, on vous joint comment? Alors, on a un site internet qui est très très bien. Donc si vous tapez ADI sur Google, vous trouverez directement, donc ADI, A-D-I-E, parce que j'ai pas le numéro en tête. C'est pas grave. Pas les chiffres. Je vois ça après l'ADI et l'ADI discrimination. Toujours l'ADI discrimination. Bonjour, le SIAD, ce qui veut dire super, informé, anonyme et droit. C'est pas exactement ça. Ah, j'ai raté. Alors, on est le service d'appui international d'appui au développement. D'accord. Du coup, on accompagne des personnes qui souhaitent monter des entreprises nord-sud ou en Afrique. C'est essentiellement des personnes issues des diasporas africaines. Donc, et on a 50% du public qui sont des femmes. C'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle structure? Non, en fait, c'est une structure d'abord, nous, on est une antenne de Paris. C'est une structure qui a été montée à Montreuil. En fait, l'idée à la base, c'est une idée qui vient de la diaspora malienne. Et c'était de structurer les fonds qui sont déjà envoyés en Afrique. Il faut savoir que les diasporas africaines, ils envoient des fonds ponctuellement qui représentent 70 milliards d'euros de nos jours, ce qui représente plus que l'appui au développement. Du coup, c'est des fonds énormes. Ils se sont dit, au lieu d'envoyer ces fonds ponctuellement et qui sont un peu dilapidés, former des projets qui ont pour but d'être pérennes, ce serait beaucoup mieux pour l'économie et pour le développement en fait. Donc c'est né dans le 9 cube, comme on dit. Mais en quelle année? C'est il y a quelques années? C'est né il y a 30 ans, 30 ans à Montreuil, donc, et ça fait 10 ans que le SIAD Midi-Pyrénées a été créé. Presque en même temps que le hip-hop, quoi. C'est ça. D'accord. Et c'est installé à Toulouse depuis? C'est installé depuis 10 ans à Toulouse. Ah oui, d'accord. Et vous commencez maintenant à traduire d'un réseau, donc? Oui, on a tout un réseau de partenaires. C'est-à-dire qu'on est partenaire
autant avec des structures ici en Midi-Pyrénées, c'est-à-dire la région, FDVA, qui nous permet d'avoir des financements, mais aussi avec des partenaires en Afrique, qui nous permet aussi d'avoir un suivi de nos porteurs de projets. C'est-à-dire qu'on a des partenaires qui sont des incubateurs en Afrique, comme notamment Incubivoire ou Donilab au Mali, et qui nous permettent d'avoir un suivi des porteurs de projets une fois qu'ils ont monté leur structure. Là, vous ne travaillez pas uniquement sur le public féminin, du coup? Non, on travaille sur tout public. On pense que tout le monde peut réussir à entreprendre, que ça soit public féminin, masculin, peu importe l'âge. On a toute forme de public. Il y a des personnes qui sortent des études, comme des personnes qui ont envie qui vont vers la retraite et qui ont envie de retourner au pays avec quelque chose. Mais on pense que voilà, tout le monde peut réussir, et que ça soit public féminin, masculin, qu'ils aient fait des études ou pas du tout, on a à cœur d'accompagner tout le monde. C'est beau, puis c'est normal, mais par contre, oui, peut-être continuer à féminiser un petit peu votre démarche. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être en tête, ou vous allez rester sur ce schéma? On va dire que ça se fait naturellement, puisque déjà dans le milieu associatif, on remarque qu'il y a beaucoup de femmes, je trouve, dans le milieu associatif, et qu'ils ont à cœur de... quand ils viennent nous voir, les porteurs de projets, ça se voit que c'est des projets de vie et qu'il y a vraiment quelque chose d'émotionnel. En eux, j'ai rencontré des entrepreneuses et des gens qui voulaient monter des associations qui avaient connaissance vraiment des situations sur place et qui avaient à cœur de faire quelque chose de bien. Du coup, oui, ça se féminise beaucoup, mais je pense que c'est naturel, c'est vers quoi on va, je pense. Oui, c'était la question. Est-ce qu'on faisait une discrimination positive, cadrée, institutionnalisée, juridique? C'est vrai qu'en France, on a un peu moins cette façon d'aborder les choses, pour l'instant. Voilà. Comment on peut vous joindre? Alors, vous pouvez nous joindre sur notre site internet, du coup. Vous tapez SIAD Midi-Pyrénées, ou alors essentiellement par là. SIAD. Merci. Merci, MERCI. Très bien. Juste, j'avais encore une petite carte. C'est du tissu. C'est assez joli. C'est Aurélia qui est une créatrice que vous pourrez rencontrer donc ici même sur le marché des Pépites jusqu'à 20h ce soir. Le concert prévu à quelle heure? À la fin, 19h. Ouais, 19h, un concert de slam. D'accord. Par des femmes. Par des femmes, d'accord, très bien. Il n'y a que des mecs en technique radio, donc peut mieux faire. Hein. Je vais voir ce que je peux faire pour l'année prochaine. Si je veux, sans et de sexe. Aurélia Marty Cardona @gmail.com. Voilà, si vous vous intéressez au tissu. Et je crois que ce sera le mot de la fin. Voilà. S'intéresser au tissu. Merci à tous ceux qui ont participé, et les impromptus avec, Sonia avec, Romain à la technique, Laurent au mic avec moi-même Marco, Thomas à la régie du studio à Radio Campus, faculté de pharmacie, nouveaux locaux. Et on se retrouve vendredi prochain pour le créneau de Parle avec elle, femmes sur la bande FM à partir de 13h. Merci à toutes, merci à tous, merci à toutes. Oh, merci. Les femmes sans les hommes, c'est rien. Merci. Générique. L'association Parle avec elle. Les habitants et partenaires du territoire présentent le marché des pépites. Samedi 13 avril. À partir de cette année et tous les 2 ans, le marché des créatrices devient le marché des pépites. De 14h à 20h, venez rencontrer une vingtaine de créatrices avec les structures d'accompagnement pour toutes vos questions sur l'entrepreneuriat. Un espace expo, des animations et un concert. Le marché des pépites, samedi 13 avril, 14h, 20h, place Abal, métro Rennery. Restauration sur place, convivial et gratuit. Émission spéciale sur Radio Campus de 14h à 16h. Plus d'infos et les portraits des pépites 2019 sur parleavecelle.wordpress.com.